Mais avant de parler des jeux Flash, parlons d'un jeu mobile et PC qui sponsorise cette vidéo. Raid Shadow Legends. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais Raid Shadow Legends, c'est un jeu au tour par tour qui a conquis des millions de joueurs à travers le globe. Des graphismes incroyables, des milliers de façons de personnaliser et de développer vos champions, emmenez-les au combat contre des boss incroyables à affronter. Et à l'occasion du 4e anniversaire de Raid Shadow, j'aimerais vous montrer quelques moments que j'ai passés avec mon champion de start, Kael. Alors voici l'invocation, je m'en souviens comme si c'était hier, le moment était épique, j'en suis encore nostalgique. Ici vous pouvez voir Kael en train de battre le boss, c'est un moment très tendu pour notre vie mais on a réussi à le vaincre. Voici d'ailleurs un petit selfie souvenir de notre victoire. Mais on a eu bien d'autres folles aventures comme notre première victoire à l'arène. Mais Kael c'est aussi quelqu'un d'amical qui n'hésite pas à passer du bon temps avec ses amis dans les bars du coin. D'ailleurs, avec le 4e anniversaire de Raid vous sont dédiés des offres, des cadeaux gratuits, des codes promotionnels d'événements et un champion légendaire lié à l'anniversaire. Vous pourrez également faire un saut dans le temps avec une vidéo récap de vos statistiques dans Raid. Oh, et pour les membres d'Amazon Prime qui viennent de recevoir Genbo, gardez un œil sur la prochaine offre avec un puissant équipement Savage. C'est disponible jusqu'au 30 mars. Avec tout cela et bien plus encore, si vous n'avez pas encore commencé à jouer à Raid Shadow Legends, qu'attendez-vous? Utilisez mon lien dans la description ou scannez mon QR code pour obtenir des bonus incroyables. Nous parlons d'un champion épique, Kellan Lapi et un tas de trucs gratuits. Entrez le code promo 4YearsRaid pour mettre la main sur 4 tomes de compétences légendaires ainsi que d'autres objets utiles. Alors cliquez sur mon lien en description et on se retrouve sur le champ de bataille. Sur ce, merci encore à Raid Shadow Legends de sponsoriser cette vidéo et nous retournons à nos jeux Flash. Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cet iceberg. Cette fois-ci, on va parler de jeux un peu plus étranges visuellement, qui se rapprochent un peu du phénomène de liminal space, qui est maintenant bien ancré dans la communauté horreur. Mais puisque ces jeux ont été créés dans les années 2000, vous vous en doutez bien, ce délire n'était pas encore né. Puis dans la seconde partie de cette vidéo, qui est en réalité la 4e partie de cet iceberg, aka les eaux troubles, on va parler de jeux d'horreur. Et ce que j'aime bien dans cette partie, c'est que c'est hyper varié. On a du jeu d'horreur classique, comme du jeu d'horreur beaucoup plus subtil. Et comme dans le premier épisode, je suis accompagné d'Aseka, un pote à moi, qui va parler de 2 jeux qui l'ont particulièrement touché. D'ailleurs, si vous aimez bien regarder des vidéos en mangeant ou avant d'aller vous coucher, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, ça fait des vidéos bien longues, histoire que vous ayez le temps de vous poser devant. Et aussi, je vois qu'on a atteint la barrière des 100 000 abonnés. Merci à tous, c'était un vrai rêve de gosse. Et pour les personnes qui me découvrent avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que l'aventure ne fait que commencer. Ok, alors cette partie est une énorme bouffée de nostalgie pour moi. Je me rappelle encore des moments passés à jouer à ces jeux. Une nouvelle fois, on va parler de nostalgie, mais à la différence du premier épisode, ces jeux ont une apparence bien particulière et bien badante. Mais la nostalgie étant un phénomène propre à chacun, certains jeux vont pas du tout vous parler. C'est pourquoi on a fait en sorte de vous transmettre nos émotions et nos ressentis du mieux qu'on a pu, et on espère que c'est réussi. Des années après, je me souviens encore de cette map. Disponible sur le site Miniclip, On The Run était un jeu de voiture en course-poursuite avec des mercenaires qui veulent à tout prix vous détruire. Le but étant d'arriver d'un point A à un point B sain et sauf. Je me souviens encore qu'à l'époque, ce jeu me rendait hyper anxieux et je n'ai jamais réussi à le finir d'ailleurs. Je pense que j'avais du mal à gérer le stress et la pression de la situation. En tout cas, en ayant vu des gameplays sur YouTube depuis, ça me disait rien. Au niveau du concept, c'est assez simple. Il faut faire attention à 2 choses, notre niveau de carburant et l'état du véhicule. Tous 2 rechargeables et réparables grâce à des items lévitants tout au long du chemin. Mais ce que je voulais dire à propos de ce jeu et ses personnels, mais je trouve l'ambiance super glauque, presque liminale, il n'y a quasiment pas d'ombre, on est tout seul dans la ville qui paraît pourtant habitée et on est poursuivi sans relâche par des personnes sans réelle raison apparente. Même si la raison évidente à ça, et c'est un peu décevant, c'est que les machines pour coder n'étaient pas vraiment puissantes, et les nôtres aussi d'ailleurs. D'autant plus que les personnes qui concevaient ces jeux étaient souvent des particuliers comme vous et moi, et n'avaient pas les moyens d'investir dans du gros matos, donc ils évitaient de bourrer les jeux d'éléments physiques, mais je trouve que ça donne un aspect glauque au jeu, bien qu'il ne soit pas voulu. Au moment de la fermeture de Flash, le jeu est ressorti sur un site indépendant sous le nom de Runner HD. Et sur celui-ci, on peut y voir une vidéo YouTube rattachée nommée FFX Runner HD, semblant être publiée par le créateur du jeu. Il possède d'autres vidéos où il montre les maquettes du jeu depuis un logiciel 3D,
montre les améliorations et les mises à jour au cours des années. La dernière vidéo en date est sortie en 2020, sachant que la première version du jeu a été sortie, elle, en 2004. Cela veut dire que ça fait plus de 15 ans qu'il est dans ce délire. Ça fait coller. À l'époque, le jeu était devenu tellement populaire que des speedruns étaient organisés, et encore aujourd'hui, le jeu attire des éternels nostalgiques, essayant de battre le record de vitesse. Tout comme dans On the Run, on a le droit à un gameplay 3D de qualité, mais cette fois-ci, l'objectif est tout autre. On incarne un pigeon dont le seul objectif est de chier sur les facteurs. Alors je ne sais pas comment le créateur du jeu a eu cette idée, mais ce qui est sûr, c'est qu'on était assez débile pour y jouer, puisqu'il en sortira 3. Bon, après faut pas s'emballer, ils se ressemblent plus ou moins. Pour vous dire, les différences se comptent sur les doigts d'une main. Le premier est littéralement horrible à jouer, je ne sais pas pourquoi, mais le développeur a mis une sensibilité et une vitesse de zinzin à l'oiseau. Le but étant de trouver des paquets de chips servant de composants pour créer la matière fécale destinée à être lâchée sur des facteurs. Et voilà, c'est tout. Dans la deuxième version du jeu, bonne nouvelle, on dispose d'une maniabilité acceptable et plusieurs nouveautés. Premièrement, un mode multijoueur pour toujours plus de matière fécale. Cette fois-ci, on incarne un pigeon et les graphismes ont légèrement augmenté en qualité. Et la troisième version, là, c'est la totale. On peut choisir notre type d'oiseau, plusieurs maps différentes, c'est incroyable. Puis au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ce jeu en raison de son ambiance bien particulière. Le monde sans fin dans lequel nous évoluons est composé de vastes bâtiments et d'un épais brouillard qui semble s'enrouler autour de ceux-ci. Cette atmosphère mystérieuse et immersive m'avait clairement captivé dès les premiers instants. Je me demandais alors qui avait fait ce jeu et pourquoi. Pendant le lancement de Fly Like a Bird, on devine assez rapidement que c'est un groupe au nom de Game Viol qui est à la tête de ce chef-d'œuvre. Game Viol qui était un éditeur et développeur britannique de jeux Flash. Et je parle à l'imparfait puisqu'il a fini par fermer en 2017, par manque de fonds mais aussi parce que la technologie utilisée était trop obsolète et n'ont pas réussi à faire la transition. Le site n'est donc plus accessible, mais avant ça ressemblait à ça. Mais bon, nous ce qu'on veut c'est plus d'infos concernant le jeu. Alors j'y suis retourné et je suis allé dans la catégorie à propos nous donnant le lien suivant, www.flylikeabirdgames.com. Ah, c'est plus accessible. Bon, c'est pas grave, heureusement que la Wayback Machine est là pour nous sauver et nous restaurer un vestige du passé. Et c'est là que ça devient intéressant puisqu'ils nous expliquent qu'ils ont voulu faire à la base un jeu avec des personnages qui marchent, mais ils se sont donné un challenge, celui de faire quelque chose de moins commun, donc de voler par exemple. Chose qu'ils ont réussi en 3 jours. Mais le souci, c'est qu'il n'y avait pas d'objectif. Enfin, si, voler, mais c'était pas ouf. Donc, ils ont eu la merveilleuse idée de demander à leurs amis et à leurs proches ce qu'ils auraient aimé faire s'ils étaient un oiseau. Et là, je pense que vous le voyez venir gros comme une maison. Ils ont tous répondu à l'unanimité, déféquer sur des gens. Et c'est comme ça qu'est né Fly Like a Bird en 2005. Et évidemment, à ce moment-là, ils ne s'attendaient clairement pas à ce que ça devienne le jeu le plus joué de leur site. Dites-vous que ça prenait tellement d'ampleur que plus de 75 millions de personnes ont joué au jeu, et fait amusant, il y avait carrément un compte Facebook appelé Fly Like a Bird, comment être un pro, sur lequel ils donnaient des conseils pour être meilleur au jeu. Par la suite, ils ont profité de ce moment de succès pour sortir les autres versions dont on a parlé, pour attirer toujours plus de monde. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose en lisant la page, c'est que si aujourd'hui le premier jeu est injouable, c'est par rapport à la fréquence d'images qu'ils n'avaient pas limitée, et avec l'arrivée des nouveaux PC et écrans capables d'afficher plus d'images par seconde qu'à l'époque, ça aurait complètement fait bugger le jeu. Bon, en soi, il n'y a rien d'horrible derrière ce jeu, mais c'est plus par rapport à un ressenti personnel. La map et aussi le brouillard qui entoure les bâtiments, ça me mettait vraiment dans un mood étrange que je ne saurais pas expliquer. Alors ce cas est très spécial pour moi car c'est je crois le jeu qui était le plus enfoui au fin fond de ma mémoire. Mes souvenirs étaient tellement flous que je doutais même de sa propre existence. Plus j'essayais de m'en rappeler, plus mes souvenirs se brouillaient. Mais récemment, à force d'y penser régulièrement, des souvenirs concrets m'étaient revenus. La présence d'araignées et de joueurs en ligne. Vous vous doutez bien que je n'ai pas perdu une seconde de plus et j'ai commencé à effectuer des recherches avec ce que j'avais. Donc j'ai associé Spider et MMORPG, je suis allé dans Google Images et à force de scroller, je suis tombé sur cette image. Et là, c'était l'électrochoc. Je tombe sur des gameplays et là tout me revient. Les monstres, les combats PVP, les portails.
Ce jeu, c'était Sherwood Dungeon, créé par Medmarian en 2005, dont la première version du jeu s'appelait Sherwood Classic, sortie en août 2004, qui visuellement était encore plus laid. Grosso modo, le but était de combattre toutes sortes de monstres dans un monde ouvert. Mais la nouvelle version offrira davantage de possibilités comme voyager dans différents mondes, une plus grande diversité d'ennemis tels que des araignées, des squelettes ou même des dragons, et vous comprenez vite qu'il va falloir faire ses preuves avant de mettre les pieds à certains endroits. Il fallait entre autres farmer les combats et réaliser les quêtes proposées par les PNJ pour espérer un jour réussir à être à la hauteur. Le PVP était inclus notamment pour les plus investis, puisque des guerres de clans étaient possibles. Mais la partie la plus emblématique du jeu, c'est le donjon, d'où le nom Sherwood Dungeon. Il s'agit d'un endroit nécessairement utilisé pour farmer l'XP composé de 120 niveaux, dans lequel nous retrouvons plusieurs types de mobs, et plus on descend, plus ils sont puissants, et plus ils nous donnent d'XP. Certains l'utilisaient également comme un moyen rapide et facile de gagner du stuff, puisque des coffres et des barils sont disposés tout au long du chemin, qui une fois ouverts vous donnent des objets comme des pièces d'or et des anneaux améliorant vos capacités. Au cours du temps, de plus en plus de personnes ont commencé à rejoindre l'aventure, jusqu'à arriver à un nombre incroyablement élevé de personnes connectées, 1 200 000 par mois en 2008. D'ailleurs, on remarque que le jeu était joué aux 4 coins du globe, en Pologne, au Brésil, au Canada, en Argentine, en France à 5,48%, et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point c'était équilibré. Et si ce nombre est si élevé, c'est principalement grâce à son accessibilité, puisqu'il suffisait d'ouvrir une page Internet Explorer, y écrire Sherwood Dungeon dans la barre de recherche, et le tour est joué. Alors que beaucoup l'apprécient, une bonne partie de la communauté déjà adepte des MMORPG dira que c'est le World of Warcraft du pauvre. Ce à quoi le créateur démentira les accusations de plagiat en disant qu'il avait créé la toute première version du jeu 3 mois avant WoW. Mais d'ailleurs, qui est le créateur ? Eh bien, il s'appelle Jenny Androdi et c'est le CEO de Medmarian, le site sur lequel était proposé entre autres Sherwood Dungeon. Jenny Androdi, CEO of Medmarian Entertainment. And we're basically a very small cottage industry MMO shop based out of Vancouver. We have a number of games that we run through our portal, mademarian.com. The most popular game is a game called Sherwood Dungeon. Medmarian, c'était une toute petite entreprise, mais elle parvenait à concurrencer les plus grandes, et ça, il arrivait bien à nous le faire comprendre. Viraux et populaires, nous défions les probabilités, et survivons dans une industrie qui mange des développeurs de petits jeux au petit déjeuner. J'espère que cela signifie qu'en tant que joueur de Sherwood, vous sentez que vous faites partie de quelque chose de spécial. Nous vivons ou mourons du bouche à oreille, alors envoyez des mails, des SMS ou des MSN à vos amis à propos de Sherwood. Donc ouais, peut-être que visuellement c'était le WoW du pauvre, mais en même temps ils avaient peut-être 1000 fois moins de moyens. L'accessibilité du jeu était donc une vraie force. Et comment on fait pour survivre lorsque l'on rend son jeu accessible à tous, sans faire dépenser le moindre centime à ses joueurs? Eh bien, on met des pubs. Historically, up to today, it's been advertising. Actually, very traditional banner-based advertising that we run directly underneath the games themselves. Il avait compris à l'époque que s'il n'était pas un grand studio de développement, jamais il ne pouvait atteindre autant de personnes en rendant son jeu payant. Donc c'est le risque qu'il a pris. Started out as a hobby for a number of years, and really the idea of running ads underneath it was just done as an experiment initially. Il a par la suite rendu son jeu freemium. Autrement dit, il a ajouté des éléments payants au jeu comme des animaux de compagnie pour, en contrepartie, retirer les publicités. Androdi était très communicatif par rapport aux moindres modifications apportées au jeu, mais il s'adressait aussi à sa communauté pour montrer que derrière ce jeu, il y avait bien des humains qui ont un cœur. Mon objectif a été de créer le cadre de vos aventures en ligne, mais Sherwood est quelque chose au-delà. C'est un endroit où nous suspendons l'incrédulité et existons dans un monde qui n'existe pas. Un lieu où le graphisme et l'imaginaire se rencontrent. Vous êtes la partie vraiment importante de Sherwood parce que ce sont finalement les citoyens qui définissent cet endroit. Quel genre d'endroit voulez-vous que ce soit ? J'ai besoin de votre aide pour construire cette communauté parce que cette partie de Sherwood qui n'est pas des bits et des octets est entre vos mains. Inévitablement, le jeu a commencé à perdre de l'envergure au cours des années,
surtout à partir de 2016, date à laquelle les mises à jour se sont arrêtées. Andrody a marqué son départ et est allé travailler pour une autre société de jeux vidéo. MedMarian a désormais préféré se concentrer sur une version mobile, mais étrangement les graphismes sont restés les mêmes, les widgets aussi, alors je ne sais pas si c'est voulu, mais ouais, c'est étonnant de ne pas voir d'évolution. Côté PC, le jeu est toujours accessible en téléchargement, mais cela ressemble inéluctablement à un vestige du passé. Peu de joueurs, pourtant tout est resté tel quel, comme si le temps s'était arrêté. Sans le savoir, à la même période de ma vie durant laquelle je jouais à Sherwood Dungeon, je jouais également à un autre jeu totalement différent en termes de temporalité, j'ai nommé Moon MMORPG. Là, pour le coup, il n'y avait aucun but. Nous incarnions un astronaute sur la Lune, avec plein d'autres joueurs qui étaient eux aussi des astronautes. On pouvait conduire des véhicules, utiliser son jetpack, parler dans le chat, et c'est tout. Bon, non, ok, je suis de mauvaise langue, on pouvait jouer à la baballe en forme de terre. À ce stade-là, on dirait juste une expérience scientifique de la part des développeurs visant à savoir combien de temps il est possible de divertir des personnes avec littéralement rien. Eh bien, des heures et des heures pour ma part. Mais je me souviens aussi qu'à cette époque, c'était les premières fois où j'avais accès à un chat et qu'on pouvait discuter en temps réel avec des personnes que nous ne connaissions ni d'Adam ni d'Ève sur un jeu vidéo. Et ça m'a fait triper. Pour en revenir au jeu, je m'en souviens encore, il y avait la planète Terre, cette fois-ci en lévitation à quelques dizaines de mètres de la Lune. Eh bien, il y avait tellement rien à faire sur ce foutu jeu que le but ultime était de parvenir à utiliser correctement son jetpack afin d'atterrir dessus. Bon, Houston, je crois qu'on a un problème, la Terre est plus petite que la Lune. Alors certes, on peut être indulgent au niveau des graphismes, faut bien se dire qu'on était en 2006, mais je trouve ça trop simple de trouver des excuses comme ça aux développeurs. Regardez-moi cette putain de façade d'étoiles, on dirait qu'on est dans le Truman Show, et je suis sûr qu'il nous cache bien des choses derrière. Bon, Moonbase c'était bien cool, mais c'est drôle de voir à quel point notre vision par rapport au graphisme a changé avec le temps. Quand j'étais petit, je trouvais pas ça si dégueu, mais autant dire qu'aujourd'hui, ça me donne vraiment envie de gerber. J'ai essayé d'y rejouer, mais malheureusement, Internet Explorer est requis. Est-ce que le monde est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Est-ce que Ben 10, ça vous rappelle quelque chose? Si oui, vous faites partie de l'élite. Sinon, il s'agit d'une série d'animations mettant en scène un petit enfant rêvant de devenir un héros. Jusqu'au jour où il trouve une montre qui, lorsqu'il la met, lui permet de se transformer en 10 extraterrestres différents. Le rêve de tout enfant après tout. D'ailleurs, je sais pas vous, mais j'ai fait partie de ces pigeons à avoir demandé à mes parents de m'acheter cette montre. 76 balles. C'est l'inflation, t'inquiète. Mais bon, là on s'éparpille un peu, là où je voulais en venir, c'est qu'un jeu issu de la série a été créé et c'était un véritable banger. Bon, en réalité, il y en a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup, en passant par un jeu de BMX, un jeu de kung-fu, un test de vision. Je ne sais pas si Ben 10 c'était un glitch pour faire de l'audience, mais ce qui est sûr c'est que ça y allait. Mais du coup le vrai banger et non pas toutes ces fraudes, c'est Ben 10 Battle Ready. On a vraiment le rôle d'un super-héros qui a les capacités de se transformer en plusieurs types d'extraterrestres, et des missions nous sont données. On se trouve dans un monde ouvert avec la possibilité d'interagir avec le décor, casser des murs, détruire des monstres avant d'atteindre le boss final. Non, c'était un très bon jeu, hyper complet, j'ai d'ailleurs eu énormément de mal à le retrouver. Tout ce dont je me souvenais, c'est qu'on était en vue de haut, mais pas trop en même temps, qu'on pouvait se transformer et que les motifs au sol étaient très réguliers. Alors ne me demandez pas comment je me souviens de ça. Et vu le nombre de jeux créés autour de ce dessin animé, c'était clairement pas gagné. Cependant, à cause de la suppression de Flash, le jeu a disparu, avec des gens qui ont même créé une pétition pour faire revivre le jeu. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour ces personnes, puisqu'il est totalement jouable depuis Flashpoint. Alors à ce stade de la vidéo, je ne sais pas si l'étrangeté de ces jeux Flash vous touche autant qu'elle m'a touché moi, mais tout ce que je peux espérer, c'est que vous, de votre côté, vous ayez des jeux comme ça, qui vous mettent dans un mood étrange, donc n'hésitez pas à en faire part en commentaire. En fait, c'est souvent des jeux auxquels on n'a pas rejoué depuis pas mal de temps. Pour ma part, Sherwood Dungeon, ça faisait une bonne dizaine d'années facile. C'est comme si on avait cryogénisé mon cerveau et que 10 ans plus tard, ma mémoire refaisait surface. Ok, donc là, comme prévu, on va parler de jeux d'horreur. Et qui dit jeu d'horreur dit potentiel screamer. Alors au début, j'étais parti pour les enlever pour le bien de l'expérience. Bon, en vérité, c'est juste parce que j'ai pas envie d'avoir été le seul à flipper. J'ai vu, donc vous allez voir. Non, plus sérieusement, j'ai mis les timecodes des différents screamers en description, comme ça les personnes qui ne supportent vraiment pas ça, bah, vous savez où il y en a. Et pour les autres personnes, l'expérience peut commencer.
Un grand ciel bleu, les criquets et les oiseaux chantent, mais soudainement, une mélodie retentit nous rappelant que dans quelques heures, cette petite île sera envahie par le chaos. Nous incarnons un personnage à l'image typique du bûcheron, chevelure rousse, chemise à carreaux et évidemment la moustache. Plusieurs chalets sont mis à disposition comme si nous étions plusieurs, mais non, nous sommes définitivement seuls. Alors que nous avançons, nous pouvons apercevoir plusieurs objets qui semblent anodins à première vue, mais qui sont là pour nous aider à survivre. Une hache, un piège à ours, un tronc d'arbre, une tondeuse, une bouteille et bien plus encore. De temps à autre, en s'approchant de l'extrémité droite de l'île, on peut y apercevoir le fantôme ou du moins une vision d'une femme blonde en robe blanche. Et cette femme, c'est en fait celle de notre protagoniste. Effectivement, en entrant dans l'un des chalets, on peut y apercevoir un tableau sur lequel on les voit tous les deux. Pendant la journée, je ne vais pas vous mentir, on se fait chier. Tiens, en parlant de ça, on peut faire nos besoins dans des toilettes sèches. Non, mais en vrai, il y a pas mal de choses à faire, comme récupérer un seau, le remplir d'eau et le jeter sur un fourneau afin de se faire un petit sauna maison. Rapidement, le soleil commence à se coucher, laissant place à un village qui s'immerge progressivement dans l'obscurité. Plusieurs longues minutes passent et on se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous arriver. Mais ce questionnement va être subitement rompu. Il s'agit bel et bien du fantôme repéré pendant la journée, mais cette fois-ci, elle est recouverte de sang et semble être enceinte. Rien ne semble l'arrêter, même si vous essayez de vous cacher dans une maison, elle vous retrouvera et vous tuera. Il y a différentes manières de la battre, que ce soit avec une ruche d'abeilles, avec un fusil, avec la hache, mais le souci, c'est ce qu'il se passe une fois qu'elle est morte. Une étrange créature comme dans Alien semble sortir de son ventre et pour le coup, les méthodes de meurtre utilisées juste avant ne fonctionnent pas cette fois-ci sur lui. Cette fois-ci, ce qu'il faut faire, c'est préparer minutieusement un feu, attendre la bestiole, la choper et la jeter dedans sans pitié. Une fois que cette étape sera accomplie, vous pourrez vous féliciter d'avoir réussi et vous dire que vous avez réussi à terminer le jeu. Oui, c'était rapide, mais je vous garantis que lorsque vous jouez pour la première fois, il est difficile de trouver la solution. Déjà, on ne s'attend pas à ce que ce truc sorte de son corps, donc ouais, la première fois, j'ai vraiment pas compris ce qu'il m'arrivait. Mais derrière le jeu se cache en réalité un secret. Développé par Rob Taminen en 2013, c'est l'année durant laquelle sa femme est tombée enceinte. Et selon ce qu'il se dit, il aurait eu l'idée d'insérer dans le jeu les craintes qu'il avait en tant que futur père. C'est pourquoi une étrange créature sort du ventre de la femme et émet des bruits de bébé lorsqu'elle est brûlée. Bon, alors perso, j'aurais pas super bien pris si j'étais la mère. Dans ce petit jeu, il y a encore plein de petits easter eggs, des surprises cachées qui font la différence et qui rendent le jeu encore plus cool. Par exemple, si on se place à l'intérieur d'un des chalets avec le fusil et le baril d'essence, puis qu'on tire dessus, cela brûle tout le bâtiment et nous avec. Par réflexe, on va vouloir se jeter dans le lac et on en ressort avec la tête en chou-fleur. C'est des petits détails comme ça qui font de ce jeu l'un des meilleurs jeux flash de tous les temps selon certains. Qui sait, peut-être que vous trouverez vous-même des easter eggs en explorant le jeu. Mais on va dire qu'il ne s'agit que d'un prototype, puisqu'en 2015 est sorti Lakeview Cabin Collection avec une intrigue et une histoire beaucoup plus poussée. Si ça vous chauffe, j'en ferai peut-être une vidéo un jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sorti en 2004 par le studio de développement XGen Studios, Motherload rentre facilement dans mon top 3 de mes jeux flash préférés. Rien de bien fou pourtant, je pense que c'est la nostalgie qui doit faire un truc parce que mon oncle y jouait et du coup ça m'a énormément marqué. Vous êtes en mission sur le sol martien à bord d'un sorte de tank industriel permettant de creuser et récolter des minerais et d'autres ressources de valeur. Votre patron, un certain Monsieur Natas, communique avec vous par télécommunication car malheureusement vous êtes seul sur la planète et ce monsieur souhaite réellement vous confier la tâche d'explorer les sols martiens, quitte à vous payer grassement tout en vous mettant en garde des dangers de cette terre hostile. Bizarre comme mission, mais maintenant que vous êtes là, plus de retour en arrière. Vous devez donc dès le départ vous familiariser avec les différents outils sur place. Une station d'essence,
un extracteur de minerais pour vous permettre de vendre vos trouvailles, un garage afin d'améliorer votre tank et de creuser plus profondément, et un magasin afin d'acheter quelques broutilles comme des explosifs. La direction artistique du jeu, si on peut appeler ça direction artistique, est très intéressante. En effet, on a une sorte de décor en 3D sur un jeu 2D avec des graphismes bien 2004 et une bande sonore rétro-futuriste, et même à l'époque je trouvais ça un peu bizarre. Je sais pas trop comment décrire ce sentiment, mais on sent qu'il ne s'agit pas d'un simple jeu de minage tout mignon. Et ouais, vous pensiez que ça allait être facile, juste miner, remonter, vendre les minerais, améliorer son stuff et redescendre. Dans Motherload, il faut faire attention à 3 choses. L'essence. Au départ, vous commencez avec le plus petit des réservoirs et du coup, vous allez très vite devoir remonter à la station d'essence, sinon vous exploserez. Littéralement. Il faut donc constamment surveiller le niveau d'essence et améliorer son réservoir au garage. La carapace du tank. Mis à part l'essence, il y a d'autres manières d'exploser, comme les dégâts de chute et la pression/chaleur du noyau martien. Vu que vous creusez un trou, vous avez des petites hélices qui vous permettent de remonter à la surface. Du coup, quand vous redescendez, vous tombez littéralement en chute libre pour atteindre le fond du trou. Et combien de fois ça m'est arrivé de ne pas redéployer les hélices assez vite et de finir écrasé en bas. Après une longue partie, ça fait jamais plaisir. Ensuite, plus vous creusez profondément, plus la pression et la chaleur augmentent. C'est pour ça qu'il faut améliorer la carapace du tank au fur et à mesure de votre exploration. Le dernier danger du jeu, c'est votre perceuse. Au départ, vous allez miner du cuivre, du fer, puis avancer et miner certaines ressources beaucoup plus rares. Alors il faudra également améliorer la perceuse afin de percer plus vite et mieux. Logique. Miner un minerai trop dur ou beaucoup trop rare pour votre perceuse vous infligera des dégâts conséquents et donc, vous avez deviné, explosion. À chaque début de partie, le sol est généré aléatoirement et il y a un truc plutôt chiant, c'est que parfois, lorsque vous remontez à la surface, des tremblements de terre peuvent avoir lieu, ce qui va complètement anéantir le trou que vous étiez en train de creuser. Comme de par hasard. J'aimerais revenir sur un point. Monsieur Natas. Vous trouvez pas qu'il a l'air suspect ? Il tient vraiment à ce qu'on creuse ces sols martiens, mais pas trop profond non plus. Lorsque vous atteignez la barre des 150 mètres de profondeur, il vous donne 1000 $, comme ça, puis 3000 $ lorsque vous atteignez les 300 mètres. À 1000 mètres de profondeur, plus de cadeau, mais un avertissement. Vous ne devez pas aller à plus de 2000 mètres sous terre. Passez ce cap, vous allez perdre la communication avec Monsieur Natas, et le compteur va rester bloqué à moins 6666 pieds, soit l'équivalent de 2 km. Et également une référence au nombre du diable. Si vous continuez de creuser, vous finirez par atteindre une croûte qui vous mène au tréfonds de Mars. À partir de là, Monsieur Natas dévoile sa vraie identité, le diable en personne. Vous devrez donc le combattre à l'aide d'explosifs, et je tiens à dire que voir ça étant petit m'a terrifié. Non mais regardez les graphismes s'il vous plaît. En plus, après avoir vaincu Monsieur Natas, il réapparaît sous sa vraie forme, celle de Satan, et vous devrez le vaincre une deuxième fois avec plus de mal. Une fois le boss de fin vaincu, vous gagnez énormément d'argent, des parts de la société Natas, et le jeu s'arrête là. Que ce soit l'ambiance, les graphismes ou l'histoire, Motherload cache bien son jeu jusqu'à la fin et je pense que c'est ça qui est kiffant. Honnêtement, il en vaut complètement le détour et il est même un peu difficile de par ses quelques petits bugs par moment. C'est également un jeu Flash qui est encore speedrunné aujourd'hui, donc je vous conseille vivement d'aller y jeter un œil. Tout commence au milieu d'une forêt. Nous semblons égarés face à l'immensité de celle-ci, et nous n'avons apparemment pas d'autre choix que de suivre le chemin. Les photos ont un aspect liminal, il ne semble n'y avoir personne et vous allez voir, c'est que le début. À force de marcher, on tombe sur un chalet, mais celui-ci est verrouillé, alors on se doit de poursuivre notre chemin. Le brouillard s'étend progressivement, nous recouvrant peu à peu. Nous sommes désormais à la recherche de la sortie de cette forêt mystérieuse, quand soudain, nous apercevons un village qui nous offre sa porte d'entrée. À un moment donné, on peut entrer à l'intérieur d'un immeuble, quand tout à coup, une voix appelant à l'aide retentit. Someone! Anyone! Get me out of here! Anyone out there? I need help! I'm locked in here! Quelqu'un semble être coincé là-dedans. Après avoir ratissé tout l'immeuble, on trouve enfin la porte derrière laquelle la personne crie. You there! Stop! La particularité de ce jeu, c'est le fait qu'il se base sur des choix. On peut lui poser des questions, comme qui il est, ce à quoi il répond qu'il s'appelle Adrian Woodfield et qu'il est enfermé dans cette pièce depuis 2 jours et qu'on doit le libérer car sa famille a besoin de lui. Posons-nous 5 minutes. Il y a un mec coincé dans un immeuble abandonné et sa famille a besoin de lui.
Ça sent le traquenard tout ça, demandons-lui plus d'informations. There's not really much to tell. I'm an accountant from Shepherd's Glen and I'm here on vacation. Biggest mistake of my life. This town has so far been downright crazy. Well, it's a long story, and I really don't know how to explain it to you, but here it goes. I came here to Silent Hill with my wife and my newborn son to relax. Enjoy life, you know. We own a small cabin in the woods not far from here. And just as we were unpacking and getting ready to settle in, these things came out of nowhere and started attacking us. Anyway, we started running away from the devilish creatures and decided to split up. My wife and our son Jonathan headed for school to get help, while I, being the idiot that I am, entered the stinking abandoned apartment building and started looking for a place to hide. I found this room and got in, but then all of a sudden the door slammed locked behind me. I've been looking for a way to escape, but I just haven't found one yet. It seems that the door can only be unlocked from the outside, so you're the only one who can help me. Well, first of all, make sure my family's okay. Then when you found them, bring them here and we'll figure this mess out. There must be a key for this door somewhere. They should be at the school, although knowing my wife, they might have gone somewhere else. This is a big town. They could be anywhere. Try going to the school first, though. That would be my best guess at the moment. I can't thank you enough for this. Please, hurry back. Donc en résumé, il aurait été en vacances avec sa famille à Silent Hill, un magnifique endroit pour se relaxer en famille, avec une atmosphère de rêve, mais des créatures les auraient attaqués, ils se seraient échappés et pour une quelconque raison, il se retrouve ici et sa femme et son fils dans une école. Ça sent pas bon. Quoi qu'il en soit, il semble que nous n'ayons pas d'autre choix que d'aller retrouver sa femme et son fils. Alors on sort de l'immeuble, on traverse le village et on tombe d'abord sur un motel qui peut nous permettre de recueillir des informations supplémentaires. Mais il est clair que cet endroit est vide et froid. Après une longue marche, nous tombons finalement sur une école qui pourrait bien être celle dans laquelle se trouve sa famille. Et lorsque nous nous arrêtons devant ce bâtiment, le caractère oppressant qui s'en dégage est presque palpable. Il est difficile de nier que la scène est des plus déprimantes, mais ce n'est rien comparé à l'intérieur. Rien ne semble nous faire avancer dans l'enquête. Il n'y a personne ici, il ne nous reste plus qu'à annoncer au père que sa famille n'est pas ici. You're back. Did you find my family? Fuck! I knew it. Them being safe at the school was just too good to be true. God damn it, Kelly. Listen, they may have gone back to the cabin, the one I mentioned earlier, remember? I could imagine the front door being locked, so we're gonna have to use the spare key to get in. I believe I hid it somewhere near the crossroads, but I'm not fully sure. Look, find the spare key, unlock the front door and get in. They're probably hiding somewhere in the house, so find them, let them know who you are, and carefully bring them back here. Do this for me, and I will be forever grateful. Visiblement, il faut retourner à son logement pour voir si sa femme et son fils ne seraient pas là-bas. Alors que nous empruntons de nouveau le même chemin que nous avions pris au début, nous pouvons trouver une clé dans l'herbe, potentiellement celle du chalet. Une fois arrivé devant la porte fermée, on peut désormais tester la clé que nous avons trouvée pour voir si elle est compatible avec la serrure. Et bingo! Silent Hill, une petite station balnéaire tranquille au bord du lac. Nous sommes heureux de vous accueillir. Prenez un peu de temps sur vos horaires chargés et profitez de vacances reposantes ici. Rangée après rangée de vieilles maisons pittoresques, un paysage de montagnes magnifique et un lac qui montre les différentes facettes de sa beauté au fil de la journée, du lever du soleil à la fin de l'après-midi et au coucher de soleil. Silent Hill vous émouvra et vous remplira d'un sentiment de paix profonde. J'espère que le temps que vous passerez ici sera agréable et que vos souvenirs seront éternels. Signé Roger Winemark. Bon, certes, on en apprend un peu plus sur ce qu'est Silent Hill, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut.
Nous venons de trouver un corps inanimé, semblant être celui de sa tendre épouse. Plein de questions nous viennent à l'esprit, mais pas de panique, vous allez tout savoir bientôt. En ouvrant la porte suivante, on arrive dans une pièce à vivre comportant un lecteur cassette, mais pas de bol, on n'a pas de cassette. En passant au peigne fin de la maison, on peut trouver un coffre-fort à l'étage, qui, une fois ouvert grâce à un code trouvable dans le jeu, nous met à disposition l'objet qui nous révélera toute la vérité, enfin presque, maintenant. Adrian, I need to talk to you. I'm in the middle of something. Later. No, Adrian. This is important. Look at me. I don't have time for your shit, Kelly. I'm working. I want a divorce. What? A divorce, Adrian. Kelly. No. Don't even. You're not gonna change my mind. I'm done with the lies. The endless fights. All of it. I'm done with you. It's over. I don't love you anymore. You fucking bitch! No! Il est donc clair que la personne enfermée derrière cette porte est un psychopathe qui a tué sa femme et son fils. Nous avons donc bien fait de ne pas l'ouvrir, qui sait ce qu'il aurait bien pu nous faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient à la décision de ne pas ouvrir la porte et de le laisser là où il est? Ou bien on va le revoir pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé? Moi je penche plutôt pour la deuxième option. Je veux comprendre ce qu'il s'est passé et je ne serai pas satisfait tant que je n'aurai pas obtenu des réponses à toutes mes questions. Oh oh, la porte semble ouverte. Vous vous attendiez à celle-là? Le tueur Adrian, le père de famille? Eh bien c'était nous. Et ce, depuis le début. D'ailleurs, on en avait des indices dès que le jeu commençait avec une indication. Je pense que j'ai rêvé de cet endroit la nuit dernière. Et en fait, c'était pas un rêve. C'est juste que notre acte était si choquant et tellement traumatisant que nous n'avons pas pu nous souvenir de ce que nous avions fait. Alors pour éviter d'affronter la réalité, nous en sommes venus à inventer une histoire de monstre, une histoire qui nous permet d'évacuer notre propre responsabilité et d'éloigner notre propre personnalité. Mais inéluctablement, nous devions bien nous rendre compte que nous étions les responsables et que le mal que nous avons fait était bien réel. Alors j'ai trouvé l'histoire trop cool. Enfin, pas le fait qu'il ait tué sa propre famille, mais le plot twist à la fin. Perso, je m'y attendais pas du tout, je sais pas vous, et je trouve ça terriblement efficace. Si j'avais juste un reproche à faire, c'est les screamers qui apparaissent à certains moments. Je ne vous les ai pas mis pour le bien de l'expérience, mais c'est dommage car ça ruine complètement l'ambiance. Sinon, pour ceux qui connaissaient, ce jeu est tiré de Silent Hill, un jeu de survie psychologique créé en 1999. Il y avait d'ailleurs un petit texte signé Roger Widmark que l'on peut retrouver dans le jeu original. Il s'agit donc d'un jeu dérivé créé par un fan et il fonctionne terriblement bien. C'est clairement l'une des œuvres qui m'a le plus marqué dans cette liste. Gateway est une trilogie de jeux Flash développée et publiée par Cockroach Incorporation en 2007. Alors, j'ai dit que Gateway était une trilogie de jeux Flash, mais en vérité, il s'agit plutôt de 2 jeux Flash, le troisième opus étant plutôt un portage développé et adapté pour Steam. Quand on commence le jeu, on se retrouve ici, dans ce sorte de néant étrange avec ce personnage cubique et cette porte. Les graphismes minimalistes du jeu et la vue isométrique nous immergent dans ce néant, et il devient vite évident que l'on a affaire à un jeu point and click. On progresse petit à petit dans des salles, où il faut résoudre des énigmes pour progresser, en observant bien chaque salle, puisque l'on voit tout d'ici. Il y a quelque chose qui rend ce jeu étrange. On n'a aucune information sur l'histoire, ni réellement où aller, ce qui donne un énorme sentiment de solitude. Et puis, par moments, il se passe des choses bizarres, comme cette scène qui m'a un peu trauma. On n'est pas si seul que ça finalement. Je vous ai pas parlé de cette énigme. Lorsque l'on tombe dans une pièce avec une télévision débranchée, vous cherchez donc à la brancher, pas de souci, derrière la trappe se trouve une rallonge électrique, ce qui vous permet de brancher le câble jusqu'à la prise. Lorsque vous allumez la télévision, vous tombez sur ces vidéos de surveillance qui ajoutent au jeu un côté malsain et voyeur en plus d'être oppressant. On y voit des personnages,
un bleu et un orange dans ce qui semble être leur chambre. Chaque chaîne correspond à une pièce de cette maison, et vous devez reconstituer la scène de A à Z en cliquant sur les chaînes dans le bon ordre. Cet ordre donne une suite de chiffres qui vous permet d'accéder au dernier puzzle du jeu. Après avoir résolu ce dernier, le jeu prend fin, mais ça nous laisse perplexes. C'est assez incohérent de placer une énigme aussi spéciale parmi les autres, puis de finir sur un banal puzzle. Le jeu s'arrête sans même que l'on comprenne qui sont ces personnages cubiques. Le premier jeu se résume globalement à ça, résoudre des puzzles dans ce monde avec une ambiance monotone et oppressante. Quand j'y ai joué pour la première fois, j'étais quand même assez jeune, ce qui fait que j'avais pas spécialement compris les nuances et l'histoire des jeux. C'est quand j'ai récemment téléchargé la trilogie sur Steam que j'ai pu me replonger dans cette nostalgie et que j'ai enfin compris la triste histoire derrière ces jeux. Dans le deuxième opus, Gateway 2, le concept est exactement le même. On progresse toujours dans le néant, mais cette fois-ci en commençant dans une salle avec 4 portes de télévision au milieu. Il faut donc résoudre les énigmes, un peu plus poussées cette fois-ci, pour ouvrir ces portes, qui donnent accès à des cassettes vidéo. Lorsque vous insérez ces cassettes dans la télévision de la salle principale, le jeu commence à prendre sens, et l'histoire nous est enfin racontée. En fait, ces bonhommes cubiques, auxquels on n'a pas forcément envie de s'attacher au départ, ce sont les personnages principaux de cette histoire. L'aspect minimaliste du jeu n'a pas été choisi au hasard. On ne donne pas beaucoup d'informations visuelles aux joueurs, ce qui fait que chaque détail compte. En fait, c'est pas très important de savoir qui sont ces personnages, ou bien à quoi ils ressemblent, puisque c'est leur histoire qui va être importante et qui va donner à Gateway une toute autre perspective. Honnêtement, je trouve que ce jeu vaut vraiment la peine d'être joué. Et en plus, il est dispo sur Steam, alors si jamais vous voulez ne pas vous faire spoil et vous faire le jeu, rendez-vous directement à ce timecode de la vidéo. En visionnant ces cassettes, on apprend l'histoire de Laura, le protagoniste orange, qui semble être une adolescente qui vit seule avec sa mère. On comprend vite que la maman de Laura est amoureuse de Mike, son voisin, mais sa mère les empêche de se voir. Une mère beaucoup trop protectrice, voire possessive, et c'est quelque chose que l'on peut déjà noter dès le départ en faisant les énigmes qui mènent à ces cassettes. L'une d'entre elles consiste par exemple à faire clignoter une lampe 3 fois pour faire signe à Mike, depuis sa fenêtre, que Laura et lui peuvent s'appeler en cachette. Et c'est en fait sous cet angle que les énigmes du jeu vont se dérouler. Progresser et contourner les puzzles, qui sont en fait des obstacles que met en place la maman de Laura pour la protéger, du moins c'est ce qu'elle prétend faire. Son état de santé mentale inquiète beaucoup Laura, qui doit constamment prendre soin de sa mère. Son emprise sur elle la pousse à l'aider, mais à culpabiliser si elle refuse de se plier à elle. Mike, étant son petit copain, va aider Laura et va réussir à la convaincre de confronter sa mère. Lorsque Laura la confronte en lui disant qu'elle doit lui laisser vivre sa propre vie et grandir, une dispute entre elles éclate. On apprend alors que sa mère est régulièrement sous l'emprise de médicaments, sans doute pour traiter ses problèmes de santé. Suite à cette dispute, la maman de Laura sort dehors et monte dans sa voiture. Laura essaie tant bien que mal de la dissuader de conduire sous l'emprise des médicaments, mais sa mère n'écoute pas et prend le volant. C'était la dernière fois que Laura parlait à sa mère, qui a par la suite écrasé la voiture contre une cabine téléphonique dans la rue. Elle lui faisait régulièrement du chantage au suicide et elle est passée à l'acte. Suite à cet événement tragique, Laura est brisée et remplie de culpabilité pour la mort de sa mère. Son petit ami Mike essaie de la soutenir et de l'aider tant bien que mal, mais rien n'y fait. Sa dépression est telle qu'il ne peut rien faire pour elle. Mike décide donc un jour de quitter Laura et déménage. Après avoir visionné ces cassettes, Laura apparaît, et on réalise alors que nous, le petit bonhomme gris, sommes dans la tête de Laura depuis le début. Et en résolvant tous ces puzzles, on lui remémore tout ce qui s'est passé, ce qui lui donne la force de se battre et de passer à autre chose. La scène de fin est tout de même touchante, puisque Laura elle-même nous révèle que revoir toutes ces cassettes lui a enfin ouvert les yeux. Elle n'était pas responsable de la mort de sa mère, et sa mort ne l'a pas rendue plus libre, bien au contraire. Ça l'a rendue plus renfermée sur elle-même pendant toutes ces années. Elle s'en va donc l'esprit libre, en nous remerciant de l'avoir réellement libérée. Ainsi se termine l'histoire de Gateway. Donc oui, que l'on soit un cube bleu, orange ou rouge, c'est pas très important au final, puisque c'est une histoire qui peut parler à tout le monde et vous toucher. C'est une histoire triste, mais mise en scène de manière géniale. Avez-vous déjà entendu parler de rêve lucide ? C'est un phénomène qui se passe dans votre sommeil, qui fait que vous êtes conscient dans votre propre rêve.
Vous l'aurez compris, c'est le thème du jeu actuel, Deep Sleep. La première chose que l'on aperçoit dans ce monde onirique est une chambre avec tout ce qu'il y a de plus classique à l'intérieur, comme un lit qui, si on passe la souris dessus, est inscrit « Je viens juste de me réveiller », élément nous rappelant que nous venons à peine de nous réveiller dans notre rêve. En explorant plus en profondeur la chambre, on pourra trouver cachée dans un vase une clé qui correspond à la serrure d'un meuble de l'autre côté de la pièce. Une fois le tiroir ouvert, voici ce qu'il s'y cache. Waouh! Notre rêve paisible se transforme visiblement en un cauchemar chaotique, impression motivée par les murs qui s'effritent laissant apparaître un paysage montagneux apocalyptique. Tout semblait si dévasté et pourtant si calme à la fois. Par curiosité, je suis retourné voir le lit et un squelette. Est-ce le nôtre? Quoi qu'il en soit, il est juste possible d'y récupérer un os, sûrement utile par la suite. Dès lors que nous quittons la chambre, une sonnerie de téléphone retentit. Qui pouvait bien nous appeler en ces temps troublés? Étrange, n'est-ce pas? La voix au téléphone parle de Nightfolk et qu'il faut y faire attention. Mais qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas. Du moins, pas encore. En fouillant des tiroirs, un seul s'ouvre nous permettant de récupérer une lampe torche qui n'a malheureusement pas de batterie. En visitant une autre partie du taudis, on arrive à niveau d'un mur. Mur visiblement fissuré, mais aucune interaction n'est possible pour le moment. Lorsque l'on revient dans le couloir, on peut y apercevoir des escaliers. Et ayant fait le tour de l'étage, nous n'avons donc pas d'autre choix que de descendre. On dirait bien que l'on se trouve à la réception d'un hôtel. Personne? Après tout, c'est peut-être mieux ainsi. Sinon, à côté de la sonnette se trouve une note sur laquelle il y est inscrit « Je suis sûr que ce message te parviendra d'une manière ou d'une autre. À ce stade, tu dois savoir que tout ceci n'est pas réel. J'espère que l'éveil intérieur s'est bien passé et que tu as un contrôle total et ludique sur le rêve. Sincèrement, toi-même. » Ok. Donc il s'agit d'un message rédigé par une autre partie de nous-mêmes, peut-être notre subconscient qui nous souhaite une belle expérience dans notre rêve. Ce qui pour l'instant est paradoxal étant donné l'atmosphère lugubre dans laquelle nous errons. En descendant les escaliers, nous accédons à une sorte de cave avec un fourneau, sauf que... Quelqu'un semble avoir été enfermé là-dedans. Après avoir arrêté le feu grâce à l'os qui nous sert de levier, on va pouvoir ouvrir la porte, constater un résidu de cendre mais également une clé. En s'approchant et en déplaçant les particules au sol, des chiffres apparaissent. 0624. Mettons ça de côté, ça pourra nous servir plus tard. En remontant les escaliers et en essayant toutes les serrures, la clé va finalement ouvrir un des tiroirs à côté du téléphone. À l'intérieur se trouvent des batteries qui vont pouvoir nous permettre d'alimenter notre lampe torche. Grâce à ça, on va pouvoir s'aventurer à des endroits auxquels nous ne pouvions pas accéder à cause de l'obscurité, comme la porte juste à côté de la sonnette. On dirait bien que nous ne sommes pas seuls ici. En se rendant dans la pièce où il nous est semblé voir un visage, une fenêtre voûte laisse passer de la lumière et en s'avançant on remarque qu'il y a une autre pièce juste à notre gauche. Et une fois entrés dans celle-ci, nous pouvons constater une multitude de journaux en train de léviter. Ma fille s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. La personnalité de mon fils a complètement changé du jour au lendemain. La femme du maire est-elle possédée? Personne ne sait quand ça a commencé. Une chose est sûre, elle n'est plus la même personne que notre mère a épousée depuis 7 ans. Un homme a tué sa fille après s'être réveillé d'un coma. On dirait bien que toutes ces personnes ont un point commun. Avoir joué avec les rêves lucides et sans le savoir, elles ont côtoyé les Nightfolk qui se sont emparés de leur esprit. Mais il reste une dernière lettre que nous n'avons pas lue et elle est pour le moins déconcertante. Tu es le prochain. C'est le moment de payer le prix pour avoir joué avec des choses que tu ne comprends pas. Nous ne sommes apparemment pas les bienvenus ici. Si ce n'était pas clair jusqu'ici, je crois qu'on l'a désormais compris. En revenant dans l'allée principale et en passant par la fenêtre, on en constate 3. Celle par laquelle on est passé, une autre qui est malheureusement trop haute et une troisième accessible.
Avant d'y entrer, on va jeter un petit coup d'œil en bas des escaliers, lieu où on peut y retrouver un crochet. En entrant donc par la fenêtre, on a donc accès à une pièce composée de ce qu'il semble être du carrelage sur les murs. Enfin entre nous, ça ressemble plus à de la lanterne aquatique dans Minecraft, mais bref. On peut constater 2 éléments sur le mur, un levier et un digicode. Tentons d'y entrer le code qu'on avait trouvé dans le fourneau. En ouvrant la porte, on n'y constate pas grand chose mis à part de l'obscurité. Entrons-y. Ok. Je crois qu'on vient d'apercevoir un Nightfolk. On a donc pu récupérer une pioche qui va nous servir à casser le mur du début. Une plage, le bruit des vagues et un phare. Mais pour s'y aventurer, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il reste une pièce à visiter. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur. Pour y accéder, on va devoir crafter le crochet avec le filet que l'on a trouvé sur la plage. Une fois posé, on peut l'escalader. Nous nous retrouvons ainsi dans une pièce avec un autre téléphone dont la voix qui en sort nous répète une nouvelle fois de nous réveiller. On voit qu'une clé se trouve dans la pièce, mais à quoi elle sert? Eh bien voyons ça. Avec l'objet récupéré au tout début dans la chambre, on a pu y insérer la clé dedans, activant une source de lumière. Mais une fois placé dans le phare, on a beau la tourner dans tous les sens, rien ne se passe. Essayons donc de redescendre, on a sûrement manqué quelque chose. Non plus une ombre, mais désormais une dizaine sont à nos trousses. Nous voilà coincés, il ne nous reste plus qu'à remonter dans le phare et voir ce que l'on peut faire. Et ensuite, juste comme ça, je me suis réveillé. Le cauchemar était terminé, mais la vie a changé pour toujours. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Ou ces créatures étaient-elles réelles? J'ai besoin de savoir. Je dois savoir la vérité. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Je dois y retourner. Retourner dans le sommeil profond. Et c'est comme ça que se termine le premier jeu de la trilogie. Par la suite, nous allons essayer d'en savoir plus sur ce qui nous arrive, mais dans le monde réel. Mais dans cette vidéo, je ne parle que du premier jeu, mais si l'histoire vous intrigue et que vous voulez en savoir plus, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être qu'un de ces 4, je ferai une vidéo complète sur le sujet. D'ailleurs, cette année est censée sortir en plus de la trilogie, une suite qui a l'air encore plus incroyable rien qu'en regardant le trailer. Donc ça serait peut-être l'occasion pour moi de faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire. Alors perso, j'ai trouvé l'histoire incroyable, on a un scénario réfléchi, on a envie d'en savoir plus sur ces ombres, qui elles sont et pourquoi elles apparaissent dans nos rêves. Le jeu nous met tout de suite dans une ambiance pesante, que ce soit visuellement mais aussi avec les sons. La voix du téléphone, je la trouve méga flippante. Pareil pour l'homme coincé dans le fourneau. Mais parlons aussi des musiques, elles sont complètement folles. On peut d'ailleurs en retrouver l'OST sur YouTube, et elle donne vraiment ce sentiment d'oppression chez le joueur. Et ce qui m'impressionne le plus, je pense, c'est la datation du jeu. Vous direz quoi, vous? 2020, 2017? Allez, 2015? Non, 2012.
Pour recontextualiser, Deep Sleep a été conçu par Scriptwelder, un développeur polonais, et s'il paraît aussi intemporel, c'est en partie grâce au graphisme. Tout comme dans Minecraft, on a un environnement pixelisé, ce qui fait qu'il est presque impossible de savoir s'il a été créé en 2012 comme en 2023. C'est souvent les développeurs à l'époque qui avaient pris trop de risques graphiquement qui se voient complètement dépassés aujourd'hui. Comme quoi, la simplicité, c'est parfois la meilleure solution. Encore une fois, excellent jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo complète sur la trilogie. Ne pas être seul chez soi lorsqu'on est censé l'être, c'est évidemment une situation que personne ne veut connaître. Imaginez-vous, vous êtes dans votre lit, vous regardez une vidéo YouTube, quand soudain, votre serrure est crochetée. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Sarah, la protagoniste de notre jeu. Nous prenons donc le rôle de son ami et notre mission est de la sauver de cette situation. The Intruder est un point and click à la première personne, c'est-à-dire que le jeu n'est jouable qu'avec la souris. On peut se déplacer de pièce en pièce de cette manière, ouvrir la carte de la maison pour mieux se repérer et récupérer des objets qui pourront nous servir par la suite. Maintenant que vous savez globalement comment le jeu fonctionne, commençons. La pluie coule à torrent, le tonnerre gronde, et un dégénéré déambule dans la maison se trouvant à seulement quelques mètres de nous. Prenons notre courage à deux mains et dirigeons-nous vers l'entrée. Oh, l'intrus nous a entendu entrer. Qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans la pièce d'après? On se bat? Ou on sort d'ici? Effectivement, je pense que passer par la porte d'entrée n'était pas la solution la plus discrète. Voyons ce qu'on peut faire. Ok, nous voilà rentrés dans le garage. Après avoir fouillé de fond en comble, on peut y trouver 2 batteries qui vont pouvoir nous permettre d'alimenter la lampe torche retrouvée à l'arrière de la maison. Entrons. Ok, donc là on est à côté des WC, de la buanderie et de la cuisine. Commençons par les WC. Il ne semble n'y avoir rien d'intéressant, sauf tirer la chasse d'eau pour attirer le tueur, mais ce n'est pas notre but. Bon, après avoir sursauté un bon coup, allons dans la buanderie. Pfiou, c'était moins une. Bon, alors est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans? Ok, un papier avec un code PIN, 10 et un 2 et le reste semble taché. Bon, maintenant retournons en arrière, peut-être que ça nous servira par la suite. Il ne nous reste plus qu'une option, aller à la cuisine. Intéressant, un couteau pour nous défendre, ça peut être pas mal. Et je vois qu'on peut s'approcher du frigo, alors allons-y. Le 20 octobre, c'est apparemment l'anniversaire de Sarah. Le 20... Est-ce que ça ne serait pas la suite du code PIN 10-20? Gardons ça en tête. Avançons un peu plus, j'espère que le tueur ne va pas débarquer. Bon, ok, ça a l'air safe pour le moment. On est à présent à côté d'un garde-manger. Quand on entre à l'intérieur, on peut y observer un cadenas à code. Code qui ne peut être nul autre que le code PIN 10-20. Ok, on a pu allumer les lumières, nous voilà plus confortables. Après être remontés, nous allons nous diriger vers la salle à manger. Il ne semble n'y avoir rien à faire ici, alors continuons vers la salle de repos. En se dirigeant vers le meuble, on y découvre une télé. Mais je ne sais pas vous,
Mais moi, je ne prendrai pas le risque de l'allumer. Nous nous retrouvons maintenant juste à côté de la chambre de Sarah, mais malheureusement, la porte est fermée à clé. La pièce d'après, c'est le bureau. Essayons d'y jeter un petit coup d'œil. À ce moment-là, on comprend alors rapidement que la personne présente dans la maison est bien plus dangereuse qu'on ne le pensait. On a la preuve factuelle qu'elle est en mesure de nous tuer. En s'approchant du bureau, il m'a semblé être une bonne idée d'utiliser le PC, mais à ma grande surprise, tout ce qu'on peut y faire dessus, c'est jouer à un jeu semblable à vous savez quoi. Et quelque chose nous dit qu'il ne faut surtout pas perdre. Heureusement, de par mon habileté extrême, rien ne va nous arriver. Un nouveau message est disponible sur le téléphone posé à côté de l'ordinateur. « Tu vas bien ? Je me suis enfermé dans notre chambre. J'ai pris l'autre arme dans le tiroir du bureau et je me suis protégé. Je t'aime. » Nous avons donc la confirmation qu'elle est bel et bien dans sa chambre. Il nous faut donc arriver à trouver la clé. Peut-être qu'elle se trouve dans le même tiroir que celui dont elle parle. Ok, non, par contre, désormais, nous n'avons plus seulement un couteau, mais un pistolet chargé. Poursuivons notre route. Après avoir traversé toute la maison sans jamais l'avoir croisé, le voici, juste à notre gauche. En observant le plan de la maison, on se rend vite compte que nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire face. Ce type est littéralement surhumain. On vient de lui mettre je ne sais pas combien de balles dans le buffet et il arrive à nous donner un coup de couteau. On est à terre, mais on se souvient qu'il nous est impossible de laisser Sarah dans une telle situation, alors on parvient à se relever, bien que la douleur soit intense. Nous savons que nous n'en avons plus pour longtemps, alors la seule solution est de se dépêcher, de le retrouver et de tenter le tout pour le tout. Ça y est, c'est fini. On l'a fait. Récupérons la clé et allons délivrer Sarah. Stay where you are. Lui tirer dessus en premier, la plaquer sur le sol, ou la laisser nous tirer dessus. Si on lui tire dessus, on risque de la tuer. Tenter de la plaquer au sol serait un risque de nous faire tuer, et la laisser nous tirer dessus aussi. Mais bon, il faut faire un choix. Par chance, la balle que Sarah a tirée était une balle à blanc, dont on peut retrouver l'emballage dans le tiroir. Par conséquent, nous nous en tirons sains et saufs. Mais pas si vite. Word to the wise. The next time you shoot someone, you better make sure they're dead. Malgré la balle logée au fin fond de son crâne, l'intrus était miraculeusement encore en vie. On pourrait alors se dire qu'on n'a pas fait le bon choix parmi les 3 proposés, mais le problème c'est que l'issue est la même à chaque fois. Si on lui tire dessus en premier, la chance nous sourit et on lui tire dans l'épaule, ce qui fait qu'elle n'est pas morte, mais le même scénario de fin se reproduit. Et si on la plaque au sol, on la tue accidentellement, ce qui est factuellement pire, mais une nouvelle fois, l'intrus se relève. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ce qui m'a interpellé, c'est que l'on comprend qu'une fois l'action faite, nous nous redirigeons vers notre voiture grâce à la bande audio. Mais est-ce qu'il emmène Sarah avec lui ? Eh bien, difficile à dire. On n'entend a priori qu'un seul bruit de pas et qu'une portière s'ouvrir et se fermer. Mais alors, pourquoi ne pas avoir accompagné Sarah une fois les retrouvailles faites ? On entend la police en fond, mais qui les a appelés ? Peut-être des voisins lorsqu'ils ont entendu des divers coups de feu. Mais d'ailleurs, pourquoi Sarah nous a appelés nous et pas la police ? Le couple avait-il des choses à cacher ? Tout ça, ce sont des questions qui restent malheureusement sans réponse. On peut espérer que le protagoniste ait eu la vie sauve étant donné qu'il est parvenu à atteindre son véhicule. En revanche, quant à Sarah, peu importe les choix que nous avons faits, elle n'a pas pu s'en sortir. Alors j'ai beaucoup aimé ce jeu, j'ai vraiment pu constater qu'un simple point and click pouvait être plus flippant qu'un jeu en 3D d'aujourd'hui. Et je dirais même que c'est encore plus flippant que certains jeux en 3D, puisque là, pour le coup, on ne peut pas contrôler totalement le personnage. On se dit, mais où est-ce qu'il se trouve dans la maison ? On sait qu'il est là, mais on ne sait pas où. L'ambiance en noir et blanc de mauvaise qualité a aussi joué un grand rôle dans l'horreur du jeu, parce que des fois, on ne sait même pas ce qu'on distingue, ce qui peut nous déstabiliser encore plus. Et la bande audio qui nous plonge dans une ambiance lourde,
Non, je pensais vraiment pas qu'on pouvait transmettre autant d'émotions dans ce type de jeu. C'est juste à la fin où je suis mitigé, on ne comprend pas vraiment la réaction de la part du protagoniste, l'invincibilité de l'intrus et on aimerait bien en savoir plus sur le background de l'histoire. Donc n'hésitez pas à balancer toutes vos théories, même les plus folles, en commentaire. Mais sinon ça marche, le but c'est d'avoir peur, et pour ma part c'est réussi. Donc ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'un bon jeu d'horreur, c'est un jeu qui arrive à transmettre des émotions implicitement et dans la suggestion. Donc c'est pas nécessaire d'avoir un jeu en 3D avec des super graphismes, même un point and click peut faire l'affaire. Il suffit d'avoir un bon scénario, une ambiance lugubre et surtout, une bonne gestion du stress. Dans Intruder par exemple, le franchissement de chaque pièce, c'est un supplice, on ne sait pas si on va trouver le tueur ou non. D'autant plus que la maison n'est pas grande, donc à chaque fois qu'on franchit une pièce, les probabilités se resserrent petit à petit. On a pu aussi voir que les jeux d'horreur ne sont pas forcément ce que l'on pourrait attendre d'eux. Quand on pense jeu d'horreur, tout de suite ce qui nous vient à l'esprit c'est paranormal ou tueur. Et c'est ce qu'on a beaucoup apprécié chez Gateway, c'est qu'on s'éloigne des clichés, pourtant il parvient tout autant à nous plonger dans une ambiance sombre. La deuxième partie de cet iceberg sur les jeux flash touche à présent à sa fin. On a commencé dans les eaux glacées en parlant de jeux flash un petit peu plus matures et sérieux, puis on a plongé dans les eaux troubles en parlant de jeux d'horreur, mais rien de bien malsain jusqu'ici. Du coup on se retrouve mardi prochain, donc le mardi 21 mars à 18h30. Cette fois-ci on passera par la pointe de l'iceberg jusqu'aux abysses, et dans ce dernier épisode de la trilogie, nous verrons cette fois-ci le côté obscur et malsain des jeux flash. Donc équipez-vous de vos scaphandres et préparez-vous à descendre dans les profondeurs abyssales. Ciao. Qu'est-ce qu'on peut dire? Attends, tu peux la refaire parce que je crois que j'ai un peu... ça m'a fait... J'avoue. On regarde André. Ouais, sa mère. L'autre, c'est comme ça, tu regardes. Ouais, Je suis mort. La première partie est finie. La deuxième aussi. Vraiment, je suis trop flippé. Ok. Il est mort de rire ce bâtard. Ok. Non, c'est grave. Je suis un des salopes si je rigole. Ah, des salopes. Putain, allez.